1% pour la FPC, pour la formation professionnelle, on a un taux de 1% pour les entreprises de 11 et plus, 0,55% pour les moins de 11 et une taxe d'apprentissage qui reste à 0,68. Donc facialement, rien ne change, mais ce n'est que facialement, parce que finalement, dans la vraie vie, ça va quand même changer de manière significative. La part du barème de la taxe d'apprentissage est maintenue, mais réduite de moitié. On va être sur un 0,08 de la masse 0,08% de la masse salariale, qui correspond pro ou prou à 13% de la taxe d'apprentissage. Là, les entreprises vont pouvoir continuer à affecter directement des sommes aux écoles. Ça ne change pas. Le reste de la taxe, donc les 87 autres pourcents, ou le 0,60% de la masse salariale que ça représente, ne va plus être affecté par les entreprises. Ça va être mutualisé dans un pot commun avec la contribution FPC. Donc tout ça est mis dans un pot commun. Tout ça est mis dans un pot commun et remonté à France Compétences. Donc les entreprises payent à l'OPCO ou à l'URSSAF à partir de 2020. Ça remonte à France Compétences. France Compétences finance en priorité le plan d'investissement dans les compétences, donc les fameux 1 million de jeunes et de demandeurs d'emploi à former dans le quinquennat d'Emmanuel Macron. Et pour le reste, le solde, il est réparti entre les acteurs du Conseil en évolution professionnelle, les commissions paritaires interprofessionnelles régionales, donc en gros l'équivalent des fonds gestifs qui vont gérer CPF de transition, les conseils régionaux qui vont continuer à avoir une dotation pour compléter le coût contrat des conseils régionaux justement sur une logique d'aménagement du territoire, la Caisse des dépôts et consignations et les opérateurs de compétences. Là où c'est un peu complexe, c'est qu'il n'y avait pas assez d'argent pour financer tout ça. Donc ils ont eu du mal à définir la répartition de ce qui restait de la contribution unique à la formation entre ces différents objets. Et donc du coup, en fait, c'est des fourchettes qui sont fixées par arrêté pour chacun des dispositifs, et c'est le conseil d'administration qui, chaque année, va décider finalement, dans la fourchette, combien d'argent va aller financer, par exemple, l'alternance ou financer le plan de formation des moins de 50. Je prends un exemple, la fourchette pour l'alternance peut aller entre 64% de la contribution unique ou 72%. Et c'est le conseil d'administration qui va décider, de France Compétences, qui va décider où on se situe dans cette fourchette. Les fourchettes larges, c'est-à-dire qu'entre 64 et 62 et 74%, il n'y a pas du tout la même somme qui est mise dans le système pour les dispositifs. Donc écoutez, pour le moment, c'est tout ce qu'on sait. On verra effectivement les budgets qu'on aura pour 2019. Effectivement, depuis la réforme de 2014, l'un des organismes de formation qui travaillent avec les financeurs avait l'obligation de justifier, de proposer une prestation de qualité au regard de critères qui étaient fixés par décret et pour lesquels, en fait, en tout cas, les OCA s'étaient mis d'accord pour créer un outil qui était le Datadoc. Et donc, les organismes de formation venaient déposer dans le Datadoc l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux critères du décret qualité. Ces critères étaient contrôlés par les organismes, par les financeurs. Et du coup, les organismes de formation faisaient ensuite l'objet de listes de référencement par des financeurs qui leur permettaient d'accéder au marché. Ça continue jusqu'en 2021. Donc le Datadoc va continuer avec les deux systèmes, effectivement les pièces à déposer a priori pour pouvoir avoir un financement, et puis le contrôle qualité a posteriori. Le contrôle qualité a posteriori, il va continuer même quand on va augmenter l'exigence et obliger tout le monde à être référencé. Jusqu'à présent, effectivement, les organismes de formation ont deux possibilités. Soit, effectivement, d'avoir une certification qualité, et le COPANEF avait validé toute une liste de certifications qualité qui permettait de renseigner l'obligation du décret qualité, mais la certification qualité n'était pas obligatoire, et donc à défaut, effectivement, les organismes de formation pouvaient rentrer dans le Datadoc. À partir de 2021 pour les organismes de formation et 2000 pour les CFA, on passe à l'obligation d'avoir une certification qualité. Il n'y aura pas plusieurs certifications qualité comme c'est le cas aujourd'hui, où le COPANEF donc avait établi toute une liste de certificateurs qui, pour lesquels en fait
leur processus de certification permet d'attester du respect de la qualité. Il n'y en aura qu'un seul, et c'est effectivement France Compétences qui va travailler sur l'élaboration de ce référentiel de certification. Alors, il ne va pas travailler sans regarder ce qui a été fait passé. Donc, je peux d'ores et déjà vous dire que dans les travaux entrepris par France Compétences, il s'appuie sur le DATOC, les pièces justificatives qui étaient jusqu'à présent demandées. Par contre, je pense qu'on va aller vers un niveau d'exigence un peu supérieur. Donc, l'idée, c'est qu'il y ait un référentiel unique. Par contre, un référentiel donc unique. Par contre, quand les organismes de formation interviendront sur le marché de l'alternance, donc contrat d'apprentissage, contrat de pro, et puis demain pro A, il y aura des exigences spécifiques. Dispenser des formations courtes, type plan de formation, ou dispenser des formations longues alternées, ce n'est pas la même chose en termes d'exigences de pédagogie. Et donc, effectivement, il va y avoir des indicateurs spécifiques pour l'alternance. Donc, un seul référentiel, mais effectivement, en fonction finalement du marché dans lequel les organismes de formation seront positionnés, il y aura plus ou moins d'exigences à remplir. Mais il est clair qu'effectivement, on va aller plus loin qu'aujourd'hui en termes d'exigences qualité, puisque la certification sera désormais obligatoire. Alors, on va figer la caméra pour optimiser le son. Donc, il va y avoir une petite... Voilà. Je passe à la suite. Donc, effectivement, la certification qualité, on vous tiendra informé. Je pense qu'on fera un webinar dédié dès que le décret, le référentiel établi par France Compétences seront sortis et qu'on pourra vous dire plus simplement, enfin en tout cas plus en détail qu'aujourd'hui, comment ça va se passer, et puis les exigences. Et comme on l'avait fait sur la précédente réforme, AGFOS PME, de toute façon, sera toujours là pour accompagner l'offre de formation sur cette exigence d'obtenir un référentiel qualité. Demain, les certificateurs seront accrédités par le COFRAC, donc on est quand même sur un système de qualité de haut niveau. Alors, les nouvelles relations avec les prestataires de formation. Cette réforme, et pour le coup, ça c'est vraiment un point positif pour l'offre de formation, elle remet en cause quelque part une espèce de marqueur qu'on a eu depuis longtemps. Le cadre réglementaire était très normé sur ce que pouvait être une action de formation, avec un public, des objectifs, des modalités d'évaluation et de suivi, un dispositif d'évaluation, tout ça tracé dans un programme de formation et en dehors du lieu de production. Là, on ouvre nos chakras avec cette réforme. Quelque part, on considère que le travail est en lui-même formateur et donc on modifie totalement l'approche qu'on avait de la formation. Et d'ailleurs, la définition de l'action de formation change et donc on nous dit que désormais, en fait, l'action de formation, c'est suisse pédagogique qui permet d'atteindre un objectif professionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, c'est que ce qui compte, c'est finalement les compétences qu'on va acquérir. D'ailleurs, on part finalement de cette réforme, on veut créer une société inclusive de la compétence, on sort le besoin en formation et des compétences. Et entre guillemets, quelle que soit la modalité pédagogique mise en place pour y arriver. Donc, ce qui compte, c'est quand même, qu'il y ait un objectif professionnel qui soit défini. Ça, c'est essentiel. Ensuite, le processus pédagogique qui va organiser l'apprentissage, il peut être très, très, très ouvert. Et la manière dont vous le décrivez, quelque part, on laisse beaucoup plus de liberté aux organismes de formation. Ce n'est pas forcément un programme de formation, mais à un moment donné, il faut que le prestataire de formation puisse nous dire comment cet objectif professionnel est atteint. Et pour pouvoir le mesurer, il y a forcément une évaluation. Mais pour le reste, c'est très ouvert. Et d'ailleurs, on nous dit que la formation peut se faire en situation de travail, c'est la fameuse AFEST, action de formation, qui peut se faire en tout ou partie à distance. Et d'ailleurs, dans les missions des opérateurs de compétences, est attendu de ceci qu'ils fassent la promotion de la formation à distance et de la formation en situation de travail.
D'ailleurs, dans le projet de décret, on nous dit effectivement que l'objectif, c'est de favoriser la multimodalité et puis la logique de paiement forfait. L'idée là aussi, c'est que plus on veut aller sur des processus pédagogiques variés, plus le fait d'être sur un cours horaire avec une attestation de présence perd de son intérêt et surtout de son sens. Donc demain, multimodalité et donc à ce titre-là, des pièces justificatives qui peuvent varier et surtout des logiques de paiement totalement nouvelles avec l'idée qu'on aille beaucoup plus, d'ailleurs on le fait très très peu aujourd'hui, qu'on aille vraiment sur la logique de forfait par cours en lieu et place d'un forfait horaire ou d'un coût d'attestation de présence. Donc, effectivement, pour le coup, là, beaucoup plus d'ouverture et c'est plutôt une bonne chose. Sur le plan de formation, qu'est-ce qui change? Pas mal de choses, mais l'essentiel réside quand même sur l'ouverture de la division d'action de formation. On change de nom, c'est en soi symbolique, mais ça donne finalement ça donne l'esprit de la réforme, puisqu'on ne parle plus de plan de formation, mais on parle de plan de développement des compétences. Effectivement, l'objectif, c'est de développer les compétences. Fin de la catégorie des actions de formation. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la réforme de 2004 avait mis en place 3 types de catégories d'actions au titre du plan de formation. Catégorie 1, adaptation au poste. Catégorie 2, maintien dans l'emploi, évolution dans l'emploi. Catégorie 3, développement des compétences. En 2009, on les avait réduits à 2. Et là, principe de réalité, ça n'a pas marché. Les entreprises n'ont pas nécessairement compris l'intérêt de ces catégories et du coup, elles n'existent plus. Sur le financement, ça c'est un point quand même qui est à la fois qui est quand même un point de difficulté, c'est que dans l'obligation légale, à partir du moment où vous donnez plus d'argent pour les jeunes et les demandeurs d'emploi et plus d'argent pour l'alternance, c'est difficile de tout financer. Et donc, sur le plan de développement des compétences, ex-plan de formation, désormais sur l'obligation légale, il n'existe qu'une mutualisation en faveur des entreprises de moins de 50 salariés. Du coup, toutes les entreprises vont payer, mais seules les moins de 50 pourront bénéficier de cet argent-là. On est sur un principe de solidarité. Donc, les plus petites vont avoir de la mutualisation gérée dans les OPCA. Pour les plus grosses, il n'y aura plus de mutualisation légale. Il pourrait y avoir de la mutualisation à titre conventionnel quand les branches auront mis des contributions conventionnelles. Nous, on va développer une offre de service pour pouvoir continuer à accompagner les entreprises de plus de 50. Mais effectivement, en termes d'accès à des financements mutualisés, on ne sera plus du tout sur la même logique. Autre point positif, c'est qu'on va arrêter de financer avec l'obligation des actions de formation, on va pouvoir financer des diagnostics. Et c'est d'autant plus important que finalement, c'est souvent ces diagnostics qui permettent d'identifier les besoins en compétences ou en formation des entreprises et déclencher des besoins de formation derrière. Ce qui ne change pas, c'est que le développement des compétences désormais va matérialiser les actions mises en place à l'initiative de l'employeur et surtout que l'employeur a toujours, et plus que jamais, l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste et leur capacité à occuper un emploi. Donc l'obligation de maintien de l'employabilité, elle existe toujours et d'ailleurs, si on voit la jurisprudence récente, elle est de plus en plus contrôlée par les entreprises. Il ne faut pas oublier que les états récapitulatifs des parcours professionnels vont arriver à leur première échéance en mars 2020. Vous vous souvenez, à la réforme de 2014, on avait baissé le taux de l'obligation légale. En contrepartie, la loi avait créé une obligation de former, avec l'obligation pour toutes les entreprises de mettre en place des entretiens professionnels tous les 2 ans et de faire en sorte que les salariés bénéficient d'actions de formation ou de promotion et de progression salariale. Et ça va être évalué au bout de 6 ans. Ces 6 ans, ils arrivent parce que ça va être mars 2020. Sur les dispositifs, donc vous dire qu'effectivement la période de pro s'arrête à la fin de l'année. Donc aujourd'hui, on est en train de gérer dans tous les opérateurs de compétences un afflux de dossiers de période de pro, puisqu'effectivement, on ne pourra plus engager de période de pro à compter du 1er janvier 2019, dans la mesure où le dispositif sera abrogé. Il est remplacé par un dispositif sensiblement différent, qui est la PROA, ou l'action de reconversion ou de promotion par l'alternance.
sensiblement différent parce qu'en fait, il est beaucoup plus proche, ce dispositif, d'un contrat de pro qui serait adapté à des salariés en CDI. L'idée, c'est que cette action de reconversion ou de promotion, elle s'adresse à des salariés qui sont en poste en CDI, mais pas à tout le monde, à des salariés qui ont maximum un bac+2. Donc, si j'ai une licence ou un master ou autre, je ne suis pas éligible à la période de pro, quand bien même je remplirai les autres conditions. Une première condition déjà, c'est que le bénéficiaire, il a maximum un bac+2. Deuxièmement, que finalement la formation qu'il veut faire, elle répond à une évolution de son poste. Parce que soit il a eu une promotion, soit son poste est modifié et il est dans le cadre d'une conversion, mais en tout état de cause, ça se traduit par un avenant à son contrat de travail. Et d'ailleurs, la pièce que les OPCA vont devoir demander aux entreprises, c'est ce fameux avenant au contrat de travail. A priori, dans la volonté du gouvernement, et au regard des informations que nous a fournies la DGEFP, l'idée c'est qu'il y aurait un CERFA unique pour le contrat de pro, le contrat d'apprentissage et la Pro A. L'action en question, elle doit permettre d'acquérir un diplôme, titre ou CQP enregistré au RNCP ou de permettre un changement de classification dans la convention collective. Mais a priori, au regard du projet de décret, la qualification visée doit être de même niveau ou supérieure à celle dont dispose la personne. Je prends un exemple. J'ai un bac pro et je veux préparer un BTS dans le cadre d'un avenant à mon contrat de travail. Pas de problème. J'ai un BTS, je veux préparer une licence. Là encore, pas de problème. J'ai une licence, je voudrais préparer un master. Je ne suis pas éligible parce que j'ai un niveau de qualification trop important. Deuxième point bloquant, j'ai un BTS et je voudrais me reconvertir et préparer un CAP. Je ne peux pas le faire. Je suis certes éligible au regard de mon niveau BTS, mais il faut que la qualification que je prépare soit de niveau égal ou supérieur. Et donc, si finalement je veux me reconvertir à un CAP, ce n'est pas la PROA que je vais pouvoir mobiliser, c'est le CPF de transition. Voilà, donc les conditions de prise en charge, elles sont fixées par les branches professionnelles et donc tout le monde est en train de travailler sur les critères pour qu'au 1er janvier 2019, ces critères soient prêts. Le compte personnel de formation, donc plusieurs évolutions. Tout d'abord, on a un CPF qui est monétisé. Ça veut dire quoi monétiser? Ça veut dire deux choses. Un, ça veut dire que les droits que les gens ont acquis sur leur compteur jusqu'à présent vont être convertis en euros. Exemple, j'ai 100 parts. A priori, le taux de conversion fixé par décret est de 15 euros, ça va me faire 1500 euros. Après, ces 1500 euros, c'est une somme dont je dispose. Quelque part, la référence aux 15 euros tombe. Avec ces 1500 euros, je peux me financer une formation éligible qui peut durer 3 heures comme 300 heures. Quelque part, le coût horaire de la formation importe peu. J'ai une somme financière dont je dispose pour financer mon projet de formation. La monétisation, c'est autre chose, c'est que mes nouveaux droits acquis, je ne vais plus les acquérir en heures, mais je vais les acquérir en euros. Et donc, mes 24 heures par an vont être remplacées par un 500 euros par an, sauf pour les personnes qui n'ont pas un niveau 5, qui auront, elles, 800 euros par an. En termes d'accessibilité, c'est la fin des listes. Donc, tout le RNCP et tout le répertoire spécifique ou inventaire vont être éligibles au CPF dès le 1er janvier 2019. Fin des listes, c'est beaucoup plus simple. Deuxièmement, l'État, son objectif, c'est de mettre en place une application mobile dans laquelle tous les déposer leur catalogue de formation, les sessions, pour que finalement l'individu, à travers cette application mobile géolocalisable, puisse voir les formations qui sont accessibles près de chez lui sur les diplômes ou certifications qu'il veut viser. L'objectif, c'est que cette application soit disponible fin 2019. C'est en cours. Voilà. Le CPF est pensé en dehors du temps de travail. Et si c'est pendant le temps de travail, c'est avec une demande d'autorisation d'absence sans rémunération. Maintenant, les entreprises ont toujours la possibilité, si elles le souhaitent, de maintenir cette rémunération. Concernant la fameuse application mobile, donc sachez que la Caisse des dépôts et consignations est en train de travailler sur cette application, qui a un site de préfiguration qui s'appelle www.of.moncompteformation.gouv. Et qu'effectivement, il y a déjà l'application qui est en test avec un certain nombre
un petit groupe d'organismes de formation et qu'il y aura une ouverture plus approfondie et plus large à partir de juillet, avec pour objectif qu'en octobre, en tout cas, on ait une première version bêta en ligne, sachant que c'est forcément un dispositif par l'application qui sera avec des constantes évolutions et améliorations. L'impact de l'alternance, ça c'est très important. On a une réforme fondamentale de l'alternance. On change totalement la manière dont on fonctionnait jusqu'à présent. On sort d'un système de subventionnement avec un marché fermé pour l'ouverture du marché et un financement au contrat. Fin des subventions. Désormais, j'ai un jeune, j'ai une entreprise, j'ai un CFA, j'ai un contrat d'apprentissage, j'ai un financement. Donc, beaucoup plus simple. Paiement. Donc, le modèle économique des CFA est à repenser parce que l'objectif, c'est vraiment de remplir ces sessions pour pouvoir effectivement avoir un bon financement. Les CFA seront payés par acompte, par les OPCA, et 50% de l'acompte sera versé après 30 jours, enfin, aux 30 jours de la conclusion du contrat. Donc, beaucoup plus rapidement qu'aujourd'hui par rapport au système de fléchage de la taxe. Par contre, les CFA ont des missions renforcées, notamment en ce qui concerne l'accompagnement de la personne. Un, pour trouver aux jeunes une entreprise quand il veut rentrer en apprentissage et qu'il n'en a pas. Deux, pour retrouver une entreprise en cas de rupture. Et à l'issue de son contrat, pour lui retrouver une entreprise, ou en tout cas l'aider à s'insérer à l'issue de son contrat d'apprentissage. Donc, vraiment des missions renforcées et une logique d'évaluation de la performance. Comme demain, on veut vraiment que l'individu se saisisse de son parcours et soit responsabilisé, l'idée, c'est que le jeune, quand il rentre en apprentissage, il va avoir des données que les CFA vont donner à France Compétences qui seront publiées sur le taux d'obtention de la qualification, le taux d'insertion dans l'emploi, bref, que quelque part, quand ils choisissent un CFA, ils le choisissent en connaissance de cause. Donc pour notre part, effectivement, ça va être notre nouveau métier à compter de 2020 de financer et développer l'apprentissage. Et donc on a toute une offre de services pour accompagner les CFA dans leur réorganisation et pour aider, le cas échéant, les organismes de formation à diversifier leur activité. Ouverture du marché, c'est 2020, avec deux enjeux. Finalement, la possibilité pour tout OF d'ouvrir une session d'apprentissage s'il le souhaite, dès lors qu'en fait il a bien identifié le besoin et qu'il a des entreprises qui vont pouvoir lui garantir un flux suffisant d'apprentis pour que le modèle économique soit intéressant. Il y a aussi un enjeu pour que les grandes entreprises créent leur CFA interne. Il faut qu'on se le dise, l'État pousse beaucoup en ce sens, mais également pour que les branches, sans créer nécessairement des CFA branchés, en tout cas suscitent, s'adossent à des organismes de formation ou des CFA existants pour créer une offre de formation en apprentissage nouvelle. Et puis surtout, jusqu'à présent, les CFA, ils conventionnaient avec le conseil régional, donc ils avaient un périmètre d'intervention qui était exclusivement régional. Demain, on peut très bien envisager un champ d'intervention beaucoup plus large. Voilà. Les niveaux de prise en charge, je vous dire deux mots, ils seront déterminés par les branches par diplôme. Donc on aura un coût par diplôme, par branche, France entière. Et donc, les coûts, les fameux coûts seront présentés par les branches au 1er février. France Compétences va faire un contrôle, mais l'objectif, c'est que les coûts contrats soient publiés au 1er avril pour préparer la rentrée de septembre. Alors, les défis à relever pour les organismes de formation. Vous dire que quelque part, cette réforme, elle structure un peu des marchés. Il va y avoir un marché plutôt sur l'obligation légale, avec un financement des OPCO sur tout ce qui est le plan de développement des compétences des TPME, avec le marché NONS, et puis tout le marché de la formation des demandeurs d'emploi, qui va être quand même très, très, très significatif, parce qu'avec la mise en place du PIC, du plan d'investissement dans les compétences, c'est 15 milliards d'euros qui sont investis sur ce champ-là. Sur ce marché-là, plutôt dit institutionnel, il y a une certification qualité obligatoire. C'est le marché plutôt B2C, effectivement, avec le CPF et le CPF de transition. Là aussi, la certification qualité sera obligatoire. Et puis après, il y a le marché libre que vous aurez avec les entreprises, plutôt les grandes, en dehors de l'obligation légale. Et là, effectivement, vous n'êtes pas obligé de passer par les OPCA et il n'y a pas de certification qualité obligatoire. Néanmoins, vous dire que cette réforme, on voit qu'il y a différents marchés.
cette réforme, elle a pour objectif de ne pas être cloisonnée. D'ailleurs, l'intérêt de cette réforme, c'est qu'avant, on ne pouvait pas mixer les publics. Dans la comptabilité, on devait séparer formation continue, formation initiale. Tout ça, les verrous sautent. L'intérêt, effectivement, c'est que finalement, vos défis à relever, c'est de repenser votre offre, repenser votre modèle économique dans un objectif, justement, de vous positionner dans ces différents marchés pour optimiser, finalement, votre rentabilité. Rentabiliser les plateaux techniques des CFA en ouvrant, finalement, ces plateaux techniques à la formation de demandeurs d'emploi ou à la formation de jeunes en contrat de pro, ou pour des gens qui faisaient du contrat de pro, bah, finalement, ouvrir des sessions en apprentissage et mixer les publics à l'intérieur de ces sessions. Deuxième enjeu, dans la mesure où cette réforme va amener beaucoup de lisibilité et vous allez devoir donner plein d'indicateurs à France Compétences sur vos taux d'obtention, d'insertion, etc., il y a un vrai enjeu de valoriser les prestations. Donc, via effectivement l'application CPF, mais également via les réseaux sociaux, avec une approche marketing digital beaucoup plus poussée. L'application CPF, j'en ai parlé, effectivement, si vous n'allez pas dans l'application CPF, quelque part, vous vous privez de ce marché-là. Et puis, quatrièmement, c'est qu'on voit sur les différents marchés qui existent que quelque part, pour accéder au marché des financeurs publics, ou en tout cas qui travaillent sur l'obligation légale, il y aura l'obligation d'obtenir une certification qualité. Donc, effectivement, on a un peu de temps, enfin, vous avez un peu de temps devant vous et on souhaite vous accompagner, mais effectivement, il faut attendre que les textes soient stabilisés, mais très vite après, enclencher ce mouvement-là. Les dates clés et les transitions. Vous dire qu'on va être OPCA jusqu'au 31 décembre. On est réagréé OPCO de droit sur le même périmètre de janvier à avril. Donc, on va continuer à engager des dossiers de janvier à avril, y compris pour des branches professionnelles qui ne seront plus dans notre périmètre demain. À compter d'avril, on va restituer ces engagements à l'OPCO qui aura été agréé pour traiter les demandes de ces branches professionnelles. Et de la même manière, on va récupérer des engagements pris par d'autres qu'on va devoir honorer. Donc l'idée de cette réforme, c'est, même si ça va être un peu complexe, c'est qu'il n'y ait pas de rupture et donc qu'effectivement, on fasse en sorte d'assurer au maximum une continuité de service. À compter du 1er avril, chacun aura son périmètre défini et donc effectivement, on ne gérera plus que des demandes d'entreprises qui seront qui seront uniquement dans notre champ d'intervention. Mais effectivement, il va y avoir tout au long de l'année, et notamment pour les engagements pris entre janvier et mars et les engagements ultérieurs, des transferts d'engagements inter-OPCO. Les dates clés, le contrat d'apprentissage, il est géré. Les contrats d'apprentissage sont enregistrés encore en 2019 par les consulaires. Les OPCO n'interviennent qu'en 2020 selon un format simplifié puisque ça ne sera plus qu'un dépôt. Les CFA, jusqu'en 2019, on est encore sur le modèle de subventionnement. On va bien avoir une taxe au 28 février prochain avec les fameux ordres impératifs et les fonds libres. Et il y a encore une régulation par les conseils régionaux jusqu'à la fin de l'année. L'ouverture du marché et le paiement au coût contrat, c'est 2020. En ce qui concerne le CPF, il va être monétisé dès le 1er janvier 2019 avec la fin des listes. Il est encore géré par les OPCO en 2019. L'application va se mettre en place fin d'année et en 2020, ce sera une gestion par la CDC. Les OPCO pourront intervenir en abondement. En ce qui concerne le CPF de transition, il est géré encore par les fonds gestifs jusqu'à la fin de l'année et les fonds gestifs seront transformés en CEPIR en 2020. Concernant le conseil en évolution professionnelle, il est géré par les fonds gestifs et les OPASTIF jusqu'à la fin de l'année. Et en ce qui concerne le public, l'accompagnement des salariés, France Compétences va lancer un appel d'offres pour habiliter des structures pour faire le CEP salarié en fin d'année pour qu'en 2020, on ait des nouveaux opérateurs du CEP qui arrivent. Voilà, je vous laisse. C'est la fin de la présentation. Je vais prendre donc vos questions. J'ai pris un peu plus de temps que prévu. Mais je vais prendre vos questions pour effectivement répondre aux points a priori sur lesquels je n'aurais pas répondu pendant la présentation. Alors, est-ce que la demande de certification pourra être prise en charge
On va essayer, nous, d'accompagner les organismes de formation vers la certification qualité, comme on l'avait fait jusqu'à présent. Maintenant, on travaille en secteur professionnel. Le secteur de l'enseignement et de la formation n'a pas choisi son opérateur de compétences jusqu'à présent. A priori, on est en shortlist. Donc, si effectivement, finalement, les organismes, la Fédération de la formation professionnelle et les branches de l'enseignement privé et choisissent comme opérateur de compétences AGFOS PME ou l'OPCO de l'économie de proximité qu'on représentera demain, de toute façon, on accompagnera de manière très significative l'offre de formation. On essaiera de continuer à le faire, mais ce sera plus compliqué parce que vous ne serez plus forcément nos adhérents. Alors, c'est quoi le barème? En fait, c'est que sur la partie de la taxe d'apprentissage aujourd'hui, elle est divisée en 3 fractions. Une qui s'appelle le quota, qui finance les CFA, une grande partie qui allait aux conseils régionaux, et une autre, plus petite, qui finance des écoles. Donc, ça veut dire qu'ils financent des établissements qui font de la formation initiale, professionnelle et technologique, mais hors apprentissage. Et donc, les entreprises ont la possibilité de donner des subventions, de verser justement une partie de leur taxe d'apprentissage à ces établissements-là. Comment seront financés les contrats d'apprentissage? Ils vont être financés sur la mutualisation. Demain, la taxe ne va pas financer que la taxe d'apprentissage. La taxe d'apprentissage et la contribution à la formation professionnelle vont être mutualisées et une part de cette mutualisation va aller financer l'apprentissage. C'est les OPCO qui vont le faire financer à un coût contrat. Donc, les branches professionnelles sont amenées début d'année prochaine à DETRA et les OPCO financeront le CFA par diplôme au regard de son coût contrat. Je suis, je ne sais pas moi, la branche de la coiffure. J'ai un CAP coiffure et un bac pro coiffure. La branche va décider que le CAP coiffure, il coûte, je ne sais pas moi, 5 000 euros et le bac pro, 6 000 euros ou 7 000 euros, j'en sais rien. Eh bien, nous, pour chaque contrat qui va arriver, on financera ce montant-là par le biais d'acompte. Le contrat d'apprentissage bénéficiera d'une péréquation. Quoi, ça veut dire qu'on aura des sous pour couvrir et financer l'ensemble des contrats. L'État s'y est engagé, il n'y aura pas d'apprentissage, de contrat d'apprentissage orphelin non financé. C'est important qu'on se le dise. Demain, un OF pourra effectivement faire de l'apprentissage sans être CFA si il va le devenir. En fait, demain, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que tous les CFA vont devoir devenir organismes de formation, avoir un numéro de déclaration d'activité. Donc, il n'y aura pas de CFA qui ne sera pas organisme de formation demain. Et dans le même sens, tous les organismes de formation pourront, s'ils le souhaitent, en modifiant leur statut, être également CFA. En fait, il va y avoir une sorte de mélange des deux activités. Alors, le Datadoc, il va exister en tant que tel jusqu'en 2021. Après, il ne va pas se transformer en référentiel de France Compétences. C'est France Compétences qui va se servir des indicateurs et des pièges justificatifs qui sont jusqu'à présent demandés via le Datadoc pour concevoir son référentiel, mais a priori, ça ira quand même un peu plus loin que le Datadoc. Et surtout, ce sera une qualité avec un certificateur, dont des audits de certification qualité, un processus d'amélioration continue. La formation des indépendants, en fait, les FAF de non-salariés vont continuer à exister. Donc, ça sera encore géré par la GFIS ou le FIPPL. C'est que par contre, la loi a donné la possibilité aux branches professionnelles par accord de branche de demander à ce que la formation des travailleurs non salariés ne soit pas justement gérée par ces FAF de non salariés, mais soit gérée par leur OPCO, le même que celui qui gère la formation des salariés, mais dans une section comptable à part. Donc, ça pourrait permettre une meilleure facilité de la gestion, puisque nous, on voit quand on va voir une entreprise dont le dirigeant est non salarié, des fois la formation l'intéresse, mais nous, on ne peut pas lui financer. Ça peut nuire effectivement des fois au départ en formation. Les formations non qualifiantes seront-elles prises en charge par l'OPCO? Oui, bien sûr, y compris des formations sous un nouveau format, puisque la définition de l'action de formation change. Les entreprises de moins de 50 auront-elles un budget de formation plus important? J'aurais aimé vous dire que oui. En fait, comme on n'a pas le taux exact, c'est ce que je vous expliquais, on a des fourchettes. Si vous prenez la fourchette, elle oscille entre 6%
pardon, 8% et 13%. À 6%, il va y avoir 600 millions d'euros qui seront disponibles. À 13%, il y aura 1 milliard d'euros disponibles pour les moins de 50. Donc, si je suis à 13%, il y aura plus d'argent pour les moins de 50 qu'aujourd'hui. Si je suis à 8%, il y en aura moins. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que la mutualisation au profit des moins, elle sera donnée en fonction du nombre de moins de 50 dans l'effectif global de l'opérateur de compétences. La transformation d'AGEFOS en OPCO de l'économie de proximité, à l'instar d'aujourd'hui, fera de nous un OPCA de TPME, et donc nous aurons le principal effectif d'entreprises de moins de 50 dans notre effectif global, et donc on sera quand même les mieux servis sur la partie plan de développement des compétences des moins de 50. Alors, la procédure pour rendre une formation éligible au CPF. Désormais, il n'y a plus besoin de 10. Donc, qu'est-ce qui est éligible au CPF? Une formation qui est enregistrée au répertoire national de certification ou une formation qui est à l'inventaire ou qui s'appelle demain le répertoire spécifique. Donc, comment rendre votre formation éligible? En l'inscrivant, en la faisant inscrire, enregistrer au RNCP ou en la faisant inscrire au répertoire spécifique. La certification des organismes de formation. Donc, à partir de 2014, on a imposé à l'ensemble des financeurs de contrôler que les organismes de formation qui faisaient une action de formation dispensaient une formation de qualité. Un décret est venu fixer 7 critères pour expliquer c'était quoi une formation de qualité. Pour y répondre, deux possibilités étaient offertes aux entreprises. Soit disposer d'une certification d'un label qualité. Ce label valant une présomption de fait de respecter les critères qualité, mais le fait d'avoir une certification ou un label qualité n'était jusqu'à présent pas obligatoire. Et pour les organismes de formation qui n'en avaient pas, elles pouvaient remplir le fameux Datadoc. À partir de 2021 et 2022 pour les CFA, le Datadoc ne suffira pas. Tous les organismes de formation qui interviendront sur des financements légaux. Si finalement votre champ aujourd'hui, c'est de traiter avec des grandes entreprises qui vous financent en direct, quelque part, cette obligation ne vous concerne pas. Par contre, si vous faites de l'alternance, contrat de pro, contrat d'apprentissage, si vous travaillez avec des demandeurs d'emploi, si vous travaillez sur le CPF ou sur les fonds mutualisés du plan de formation des opérateurs de compétences aujourd'hui et demain, il vous faudra cette certification qualité. Je ne l'ai pas encore, c'est France Compétences qui élabore le fameux référentiel unique. Une fois qu'on aura ce référentiel unique, on pourra vous dire effectivement les exigences qui se cachent derrière et auprès de quel certificateur vous adresser pour obtenir cette certification. Les formations à l'inventaire ne sont pas éligibles à la Pro A. C'est effectivement la mauvaise nouvelle et ce qui fait une grosse distinction par rapport à la période de Pro. Sur la Pro A, nous avons uniquement... En fait, la Pro A, c'est un changement de classification, donc c'est vraiment un changement de majeur. Donc, est éligible tous les diplômes et titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles, tous les CQP, et un changement de classification dans la convention collective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je relève d'une convention collective qui est un accord de classification qui me donne un coefficient. Le fait de changer d'un coefficient vers un autre, c'est ça qui représente un changement de classification dans les conventions collectives. Écoutez, voilà, les contributions conventionnelles peuvent être toujours versées aux OPCO, tout à fait. Les contributions conventionnelles peuvent toujours être versées aux opérateurs de compétences. Nous continuerons, et d'ailleurs cette réforme devrait amener les branches à mettre en place plus de conventionnels, puisqu'elles vont permettre, en renforçant les enjeux en termes de prospective évolution des métiers, finalement de se dire au regard de toutes ces évolutions des métiers qui sont devant moi, est-ce que moi, branche professionnelle, je n'ai pas intérêt à mutualiser des financements pour les accompagner au mieux. Écoutez, on en a fini, on a déjà passé de 5 minutes le timing qui nous était octroyé. Donc j'espère que ce webinaire vous a plu, vous pouvez le regarder de nouveau en replay. Et puis sachez qu'il y aura d'autres webinaires à venir, beaucoup plus thématiques, où on aura le temps effectivement de centrer l'intervention sur l'apprentissage, la qualité ou d'autres thématiques. N'hésitez pas d'ailleurs à nous suggérer, le cas échéant, des thématiques. Et très bonne journée à vous.